Est-ce que Max Verstappen est humain? Je pense qu'on peut se poser la question, on vit encore une fois de ce week-end du Grand Prix du Japon, qui a été absolument phénoménal, qui restera même, j'ai envie de dire, dans l'histoire de la Formule 1, notamment, d'ores et déjà, il faut le remettre dans le contexte, mais par rapport à cette pole position, avant même la victoire de Verstappen, mais la pole position qu'il sort, Max Verstappen, est une des plus belles pole positions, il faut dire ainsi, dans le contexte et dans l'environnement, et dans l'instant, j'ai envie de dire, par rapport au ce début de 125 de Formule 1, Red Bull ne pouvait pas prétendre essentiellement à des pole positions. Verstappen a sorti peut-être le tour d'une vie, tellement il a été puissant ce tour de qualification. Max Verstappen est certainement le meilleur pilote du monde aujourd'hui, notamment après cette victoire au Japon, où il a battu McLaren à 2 contre 1. Verstappen est toujours aussi un immense extraterrestre, je pense qu'on peut le dire ainsi. C'est un week-end qui restera dans l'histoire parce que ça montre aussi, je pense, Babychoum, que Red Bull, ça confirme encore plus plutôt que Red Bull peut gagner, oui, mais uniquement par Max Verstappen et par, je pense qu'on peut dire ainsi, par aucun autre pilote sur la grille aujourd'hui. À l'heure actuelle, effectivement, oui. Tu sens qu'il n'y a que Verstappen qui peut aller chercher quelque chose, en tout cas sur la course du dimanche. Ouais. On l'a vu, malgré une voiture voilà, qui n'est pas dominante, clairement pas. Face au McLaren, en tout cas, voilà, il arrive à aller chercher cette victoire en faisant 0 erreur. 0 erreur, en étant clinique tour après tour. Pas eu forcément besoin, tu vois, d'aller mettre 5 secondes au McLaren pour gagner ce Grand Prix-là. Alors effectivement, après, il s'est passé des choses à côté dont on reparlera tout à l'heure, mais globalement, c'est lui qui est allé chercher cette victoire. C'est lui qui l'a construit tout au long de la course. Une gestion de champion du monde, en fait. Ouais. Tout simplement, une gestion de champion du monde. On le sait de toute façon que à la moindre hésitation, à la moindre opportunité, à la moindre erreur, Max, il est présent. Ouais. Max, il est présent, et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. On lui a offert une opportunité de gagner ce Grand Prix. Mais pourquoi s'en priver? Il a tout fait pour, et ça s'est passé de façon magistrale pour lui. Ouais, c'est vrai. Justement, par rapport à Verstappen, Max a toujours la même qualité avec son écurie. La voiture est faite pour lui, l'équipe autour de lui, et lui ne sera jamais gêné en interne. Alors, si j'aime bien ta dernière partie de phrase parce que tu dis qu'il ne sera jamais gêné en interne. Et c'est vrai, c'est peut-être le seul pilote aujourd'hui en Formule 1, Max Verstappen, où il n'est jamais gêné par sa direction. Leclerc est parfois. Je prends l'exemple de Ferrari. Ferrari se tire des balles dans le pied eux-mêmes pour Charles Leclerc et même pour Lewis Hamilton, notamment vis-à-vis de la stratégie. McLaren, on en parlera après, mais McLaren aussi se voit tirer des balles dans le pied par rapport à Norris et par Piastri. Et c'est vrai que Verstappen, quoi qu'il en soit, même s'il y a beaucoup de difficultés du côté de chez Red Bull, ce sera lui toujours la priorité. Et ça lui enlève peut-être un certain poids mental de toujours avoir peur que Red Bull qu'une écurie peut peut-être aller d'une certaine manière contre lui, et c'est aussi cette force qui lui permet aujourd'hui de sortir cette prestation qui restera à mon sens dans l'histoire de la Formule 1, parce que ce Grand Prix du Japon, je pense pas qu'on s'attendait à ce que Verstappen gagne, on peut dire ça ainsi, avant même passe la pole, ne serait-ce que ça, avant le début de ce week-end de Grand Prix. Pourtant il a réussi à aller chercher une victoire qui est extrêmement importante, même du point de vue du championnat en tant que tel. Mais c'est ça, c'est ce qui va compter. Je dirais qu'il est qu'à un petit point de Norris. Alors oui, ça fait que 3 courses, hein. Effectivement, il va en rester beaucoup, oui, bien sûr. Beaucoup à suivre durant cette saison. Mais c'est justement que là, on est dans une période, globalement, où c'est censé en fait être un temps fort pour McLaren. Ouais. Et de se dire que voilà, Verstappen est capable d'aller rivaliser avec eux à 2 contre 1, effectivement, à chaque fois. Mais voilà, de rivaliser avec eux et de toujours montrer qu'il est présent. Bah, tu te dis, tu lui mets une voiture avec des bonnes évolutions la suite de la saison, ça peut faire très mal. Bien sûr. On a vu son petit pic qu'il a mis indirect, hein, mais bon voilà, tout plein de sens à McLaren en disant si j'avais une McLaren entre les mains, c'était fini. Personne ne me voyait quoi. Mais alors il y a beaucoup dans le chat qui, alors justement je vois Marc Merguez qui nous dit pourquoi Max met un petit tacle en disant que s'il avait une McLaren il se serait envolé, c'est pour prendre un ascendant mental. Alors un peu des deux, c'est un peu des deux. Alors c'est pour un ascendant mental, oui, parce que c'est pour toujours montrer qu'il est le plus fort, et c'est très important de montrer ça en Formule 1, de montrer que, j'ai envie de dire, mentalement parlant, t'es toujours au-dessus. Il avait tenté l'année dernière notamment de mettre un petit coup de pression à McLaren, notamment avec le cas d'Oscar Piastri, en disant moi j'aurais pas apprécié d'être un pilote numéro 2, c'était pour un peu toucher l'ego de Oscar Piastri en disant t'as vu, t'es un pilote numéro 2, pour que justement derrière il s'envole du côté de chez McLaren. C'est un jeu mental. Et puis aussi parce que l'année dernière il me semble que je crois que c'était Zak Brown qui avait dit que si Max Verstappen n'était pas dans une Red Bull, il ne gagnerait pas, en gros il avait dit ça.
notamment. Donc c'est un peu dans ce jeu mental. Mais c'est vrai qu'il a d'une certaine manière raison. Enfin, presque Max Verstappen, je suis très content du travail que j'ai réalisé. Et je n'ai même pas imaginé ce qui se serait passé si j'étais dans la McLaren. Vous ne m'auriez même pas vu. Je pense qu'il peut le dire. Aujourd'hui, en fait, quand tu ressens la victoire de Verstappen, je pense qu'il peut dire tout ce qu'il veut, Verstappen, aujourd'hui. Hein. Je pense que je fais un petit peu référence à la victoire au Brésil l'an dernier. Alors c'était sous la pluie, mais c'était une masterclass absolue de Max Verstappen, qui était pour moi l'une des plus belles victoires de Verstappen. Mais dans un contexte différent, aujourd'hui, le Japon, c'est aussi l'une des plus belles victoires de Verstappen parce qu'on n'attendait pas Red Bull aujourd'hui, clairement. Mais on n'attendait pas Red Bull, globalement, sur l'ensemble du week-end, être aussi performante que ça. Ouais. Et ça se trouve qu'à Bahreïn, ce sera une autre danse, et que Red Bull sera un peu plus en retrait et retournera dans sa bataille avec Ferrari et Mercedes. Ouais. Mais sur ce qu'on a vu ce week-end, en fait, c'est quand tout est réuni et qu'il y a absolument zéro erreur de fait, ça va au bout, ça gagne. Et puis c'est surtout que c'est un tracé que Max adore. Ouais. Je crois il a gagné les 4 dernières éditions, je crois, si je dis pas de bêtises. Seul pilote de l'histoire à avoir fait ça, il me semble d'ailleurs. Donc voilà, c'est un tracé aussi sur lequel il se sent incroyablement bien. Et c'est un monstre. Ouais. c'est juste un monstre, tout simplement. Profiter des erreurs des autres, des faiblesses des autres pour les mettre à son avantage. Et c'est exactement ça. Surtout quand lui ne fait pas d'erreur. C'est surtout ce point-là. Oui, voilà. Que Verstappen est clinique au point où il ne fait jamais d'erreur. C'est ça aussi. Il n'y a pas eu d'erreur de fait. Il y a eu forcément, je sais pas si je suis de mots, je pense, mais voilà, cette sortie des stands un petit peu musclée. Ouais. Mais en fait, sur l'ensemble de la course, il a réussi à faire bégayer les McLaren à lui tout seul. Alors que lui faisait sa course dans son rythme sans erreur. Ouais. Et c'est juste trop fort, quoi. Tu sais que c'est ça un point moi, qui me fascine aussi par rapport à cette course de Max Verstappen. Alors il y a cette phrase de Fernando Alonso, on va venir après, mais Fernando Alonso qui dit Max, ça me rappelle moi en 2012 quand justement il essaye là aujourd'hui Verstappen, comme Fernando Alonso en 2012, il arrive à mettre le championnat en vie alors qu'il a la 3ème, 4ème voiture du plateau. C'est plus compliqué que ça, je trouve, à mon sens, parce que je vais essayer d'expliquer mon point de vue après, mais surtout qu'il arrive à faire un 2v1, en fait, Max Verstappen. Comme se rendre compte que Verstappen est un monstre parce qu'il arrive quand même à battre ceux qui ont la meilleure voiture aujourd'hui en Formule 1, à savoir McLaren, alors que lui a certainement peut-être, allez, pour le rejoindre Fernando Alonso, on va le dire, la 3ème, 4ème voiture de la grille. Tu fais la comparaison aussi directement par Yuki Tsunoda. Tsunoda, il termine même pas, il est même pas dans les points, il termine 12ème Yuki Tsunoda avec la Red Bull. Alors oui, c'était seulement son premier Grand Prix avec Red Bull, mais c'est tout de même à prendre en compte. Et que, en fait, réussir cette performance-là pour Max Verstappen montre à quel point, à mon sens, il est le meilleur pilote du monde, oui, mais à quel point aussi c'est un monstre d'efficacité et un monstre clinique, dans le sens où il arrive quand même à déstabiliser toute une équipe entière. Toute une équipe McLaren, des milliers d'employés, mis en échec par un seul homme, Max Verstappen. Et comme tu le dis, il a réussi à faire bégayer McLaren. C'est pour ça que on en parlera de McLaren après, mais je trouve que McLaren aussi a été en faute en ayant fait en ayant une non-activité stratégique pour essayer de combattre Max Verstappen. Parce que ça revient aussi à une chose, c'est que pour battre Max Verstappen, il faut être parfait. Parce que Max Verstappen est la perfection incarnée en Formule 1. Je pense qu'on a très rarement vu un pilote en Formule 1 être aussi parfait, être aussi clinique, avec certainement la 3ème, 4ème voiture du plateau, et venir s'imposer tout en ayant la veille être venu chercher l'une des plus belles pole positions, j'ai envie de dire, en carrière pour lui, Max Verstappen. Et que, encore une fois, Verstappen rappelle à quel point, pour le battre, il faut être parfait, parce que lui oblige la perfection de son écurie, mais s'oblige à une perfection tout le temps. Verstappen, ce Grand Prix du Japon, il n'y a pas une erreur. Il n'y a pas une erreur. Il peut y avoir du vice, notamment sur... Il y a même du vice, notamment sur Lando Norris, notamment à la sortie des stands, où il n'a pas fait de move violent, ou il n'a pas fait de move, j'ai envie de dire, de volant pour mettre Norris dehors. Il n'a rien fait de dangereux, mais il a quand même montré à Norris, écoute, tu ne passeras pas. C'est plus dans ce sens-là. Et que pour battre Verstappen, il faut être parfait. Il faut avoir du vice aussi, bien sûr, et il faut aussi oser et tenter. Alors que j'ai trouvé que McLaren a eu peur de Verstappen, et c'est normal d'une certaine manière, parce que Verstappen fait peur.
Aujourd'hui, Verstappen fait peur au monde de la Formule 1. Tellement c'est un monstre et tellement que pour le battre, il faut être parfait. Et je trouve que Lando Norris, Oscar Piastri et même McLaren dans sa globalité ont eu peur de Max Verstappen et ont eu peur de tenter pour aller chercher Verstappen. Et que si tu veux aller chercher le titre, si tu veux que tes pilotes aillent chercher le titre, Norris ou Piastri, ou même McLaren dans la globalité, aient envie de battre tout simplement Max Verstappen, faut tenter des choses. Verstappen il demande aussi que ça d'une certaine manière, à ce qu'on tente de le battre d'une certaine manière aussi. Et en fait c'est ça, c'est que McLaren n'a pas osé battre Verstappen. C'est surtout ça, ils sont restés passifs. Et que c'est la pire des tactiques pour aller battre Verstappen, pour tenter de battre Verstappen du moins. Et que Verstappen, avec cette perfection incarnée, montre à quel point il est intouchable lorsqu'il est dans un bon jour, et même quand il est dans un mauvais jour, il est pas loin d'être intouchable aussi, Max Verstappen. C'est ça. C'est la maximisation. Ouais. Chaque week-end. Ouais. Et c'est surtout qu'on cette saison, tu vois, il savait que ça allait être un peu plus compliqué. Globalement, il est calme sur ce début de saison. Ouais. Il est calme. Il y a quelques petits problèmes sur cette monoplace-là, justement, de comportement qui arrivent à être un petit peu corrigés tout au long du week-end. Mais voilà, il reste calme. Il sait qu'il n'a pas le matériel pour pouvoir rééditer sans doute ce genre de performance tous les week-ends, mais que voilà, s'il y a une moindre petite fenêtre, hop, il va s'engouffrer. Et là-dessus, en fait, c'est ce que tu disais, c'est la force en fait de Verstappen de faire bugger McLaren. Je sais pas si McLaren a eu peur de tenter quelque chose sur Max en disant si on va tenter quelque chose sur Verstappen, il va nous sortir. Ouais. Ou alors s'il voulait pas brouiller les pilotes. Mais surtout que t'as deux. Je sais que McLaren, on en parlera après, mais McLaren avait deux voitures. Red Bull n'a pas de voiture aujourd'hui pour prétendre à combattre McLaren à armes égales. Pourtant, même avec deux voitures, tu vas pas battre Verstappen. Autant, vous savez quoi, même si on avait dit, allez, Verstappen est à 15 secondes devant, Red Bull est plus fort que McLaren sur ce Grand Prix. Là, on n'aurait rien dit au niveau de la stratégie, même s'ils n'avaient rien fait. Mais là c'est très dommageable parce que Verstappen était prenable. On avait le sentiment d'être prenable aujourd'hui. Malheureusement, en fait, on le saura pas vraiment. Ouais. En fait, là, on a vu que Norris, ça a été compliqué pour lui, justement, de se mettre dans le DRS de Max tout au long de la course, quoi. Il était toujours à 1 seconde 5, 2 secondes. Et là, il y avait une fenêtre où Piastri pouvait y aller, on lui a pas donné cette opportunité-là. Ouais. Donc à partir de là, sur la fin de Grand Prix, c'était beaucoup trop tard pour tenter quelque chose, et tu savais que Max allait franchir la ligne premier sans grande difficulté, quoi. Ouais. Il y a même une autre question, et forcément ça amène quand tu vois le résultat des deux pilotes aujourd'hui du côté de chez Red Bull. Je rappelle, Verstappen s'impose d'une manière exceptionnelle quand Tsunoda a galéré pour son premier Grand Prix avec Red Bull Racing. Alors il n'est pas du tout mis en cause par Red Bull parce que même Christian Horner a plutôt apprécié la course de Tsunoda qui termine 12ème de ce Grand Prix après avoir manqué la qualification en Q3 hier pour Tsunoda. Comment peut-on placer le véritable potentiel de Red Bull en 2025 et même j'ai envie de dire vis-à-vis de la deuxième voiture de Red Bull? J'avais tenté une première analyse du moins en expliquant que potentiellement Red Bull en tant que tel n'est pas finalement la deuxième, troisième, quatrième force du plateau, peut-être même la première force du plateau, ou peut-être en égalité avec McLaren, parce que en fait, finalement, le vrai potentiel de Red Bull passe uniquement par Max Verstappen. Ce que je veux dire par là, c'est que il y avait la comparaison qui se faisait entre Red Bull Racing et Visa HRB avec Racing Bulls. La RB21, du moins la Red Bull est une monoplace qui est extrêmement pointue et qui est utilisable dans une plage d'exploitation extrêmement fine. À la différence de Visa HRB, où la V-Carb est utilisable et peut être utilisée dans une fenêtre d'exploitation nettement plus large pour performer à la mesure de Visa HRB. Ça n'ira pas au-delà de la 7ème place en termes de rythme pur Visa HRB. Mais voilà, elle peut être exploitée sur une large plage. À la différence donc, je le disais, de la Red Bull, de la RB21 de Max Verstappen plus particulièrement, parce que c'est une monoplace qui peut performer dans une fenêtre d'exploitation extrêmement infime que seul un pilote comme Max Verstappen
peut entrer dans cette fenêtre et peut donc sortir le vrai potentiel de la RB21 et par son pilotage qui est poussé à l'extrême comme le demande tout simplement la RB21 qui, peu importe ce que dit Red Bull, est faite par Max Verstappen, pour Max Verstappen du moins. Encore une fois, je redonne l'exemple, citez-moi une écurie aujourd'hui en Formule 1 qui a aujourd'hui une telle différence de niveau entre le premier pilote et le deuxième pilote. Aucune. Il n'y a aucune aussi grosse différence de performance, même en termes de matériel, entre la première voiture ou la deuxième voiture. Peu importe le sens des pilotes d'ailleurs. Et sans ça, en fait, là où je veux en venir, c'est que si aujourd'hui tu as le meilleur pilote du monde, il faut que tu puisses le faire performer dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse performer. Et on comprend mieux, je pense, la stratégie de Red Bull, c'est que Verstappen peut performer dans cette Red Bull parce que cette Red Bull est faite pour lui. Mais tu mets n'importe quel autre pilote de la grille, à mon sens, Hamilton, même Fernando Alonso, Charles Leclerc, Carlos Sainz dans la Red Bull, ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnerait pas. Ça ne pourrait pas fonctionner. Et que c'est pour ça qu'il y a une aussi grosse différence aujourd'hui qu'il y a pu y avoir début de saison entre Verstappen et Liam Lawson, et même sur ce Grand Prix du Japon, entre Verstappen et Yuki Tsunoda, même si c'est son premier Grand Prix dans la RB21 pour Yuki Tsunoda. Mais ça montre, je pense, cette aussi grosse différence, et je pense que c'est peut-être un début d'analyse, alors à voir est-ce que j'ai raison ou non, bien sûr, le débat est ouvert, mais je pense que ça se rapproche plus de ça, c'est que je pense que la Red Bull en tant que telle peut performer dans une fenêtre de tir extrêmement infime, et son réel potentiel passe uniquement par Max Verstappen, et ça peut potentiellement être la première ou deuxième force du plateau, à mon sens, la Red Bull Baby Show. Bah, de toute façon, il n'y a que Max, oui, qui peut la faire briller, cette Red Bull, effectivement. Même si Yuki, dans les prochains Grands Prix, s'en sort un petit peu mieux, il sera toujours à 3/10, quoi, à peu près de Verstappen. Et quand on voit justement le resserrement en fait de ce peloton-là, en plus dans un Grand Prix particulier où la transition médium-hard, il n'y en avait pas. Ouais. Donc si t'étais bloqué dans le trafic, c'est ce qui est un petit peu aussi arrivé à Tsunoda justement durant ce Grand Prix là, ce qui fait que forcément quand tu regardes les rythmes de course, bah oui, t'as l'impression que Yuki t'as des années-lumière, mais ouais. Bon, est-ce que c'est finalement représentatif du vrai potentiel de Yuki dans cette Red Bull? Je ne sais pas. Mais effectivement, en tout cas, pour aller chercher des gros résultats et des victoires, oui, il n'y a que Max Verstappen qui est capable de faire ça. C'est pour ça que tu disais qu'il y a dans aucune autre écurie en fait où il y a un tel écart. Ouais. C'est vrai. Surtout qu'en fait, t'as l'impression que en fait Red Bull, enfin Verstappen à lui tout seul est la deuxième force du plateau et que la seconde Red Bull va être la quatrième, cinquième force du plateau, quoi. Et encore, on est gentil. Au sein de la même écurie, quoi. Ouais. C'est ça qui est... En fait, il y a deux écuries dans une seule écurie en fait du côté de chez Red Bull. Je pense que c'est peut-être un peu ça, c'est qu'on a deux écuries dans une seule écurie. T'as une écurie qui est dédiée forcément à un pilote et qui peut faire fonctionner cette voiture pour Max Verstappen parce qu'elle est faite pour Max Verstappen. Et en même temps, t'as une autre écurie qui doit aussi faire adapter le pilote à une voiture aussi compliquée à comprendre et aussi difficile pour s'adapter. Et c'est pour ça qu'aussi même moi j'ai envie de faire quelque chose juste pour la science, parce que tellement Max Verstappen est le meilleur pilote du monde, moi je demande que pour la science cela se passe. Je demande vraiment à Red Bull, s'il vous plaît, c'est une demande du peuple, mettez Max Verstappen chez Racing Bulls, juste pour voir ce qui se passe, juste une petite course, allez, fin de saison, on fait un petit swap, juste pour voir comment ça va se passer, juste pour voir la performance, juste par curiosité. À quel point Max Verstappen, qui est aujourd'hui le meilleur pilote du monde, peut performer dans une Visak HPRB. Quand on voit la performance de Verstappen au Japon, quand il te fait une pole position venue de sortie de nulle part, tellement c'était inattendu, et a montré encore une fois pourquoi il était le meilleur pilote du monde, et certainement l'un des plus gros talents de l'histoire de la Formule 1, si c'était le plus gros talent de l'histoire de la Formule 1, et aussi en course, en ayant tenu sur les deux McLaren, en faisant un 2 contre 1, moi vraiment, après le Japon, je demande vraiment à Red Bull qui mette Verstappen dans la Visak HPRB pour voir ce qu'il peut potentiellement aller chercher. Est-ce qu'il peut aller gagner avec une V-Carb? Franchement, je suis curieux de savoir ça. Est-ce qu'il peut aller chercher podium? Je pense que j'en serais un peu plus assuré. Parce que tellement c'est fort ce qu'il a sorti. Je me demande ce qui peut en ressortir de Verstappen dans la V-Carb en vrai. Hein. Ça serait intéressant. En vrai, juste pour l'histoire. Ça serait marrant à voir. Ouais, non, ça serait marrant à voir. Ouais. Effectivement. Mais là, après, oui, c'est sûr que là, tu fais des plans sur la comète à dire que, bah oui, s'il est
dans une Racing Bull, s'il ferait des résultats de dingue. Surtout qu'elle est pas mauvaise, hein. Elle est pas mauvaise la Racing Bulls, hein, parce que déjà qu'elle est pas mauvaise, donc si en plus elle est pas mauvaise entre les mains, avec tout le respect de Isaac Hadjar, qui est un rookie en Formule 1, qui est l'un des meilleurs, qui est le meilleur rookie à mon sens aujourd'hui, et qu'elle était aussi bien entre les mains de Yuki Tsunoda au moment où elle était du côté de chez Racing Bulls, ouais, tu peux te dire que Verstappen dans la V-Carb, ça peut aller chercher des podiums quasiment à chaque week-end, hein, tellement il est fort. Hein. Peut-être doser un petit peu, mais... Ah oui, mais j'adore pas doser, moi, c'est ma passion. Ah, il fait sans doute des grosses pertes. Mais après, c'est comme d'hab, hein, de toute façon. Ouais. Il a fait toute sa carrière chez Red Bull, il gagne tout depuis 10 ans. Il fait un peu, tu vois, un passage à la Lewis, tu vois, depuis 2016, il a toujours au moins gagné une course. C'est un alien, donc je te dis qu'effectivement, il pourrait s'en sortir en fait dans n'importe quelle monoplace finalement. Ouais. Quand t'as un tel niveau de performance, une telle aura. Mais rien ne lui conviendra mieux que Red Bull. Oui. Parce que Red Bull est fait pour lui et lui est fait pour Red Bull. Donc à partir de là, le match il est parfait. Petite statistique également pour montrer à quel point Red Bull c'est Verstappen, et notamment par rapport à la voiture numéro 1 de Max Verstappen. Sur les 11 derniers Grands Prix, Max Verstappen a marqué 195 points contre seulement 9 en cumulé pour Perez, Lawson et Tsunoda, enfin seulement pour Perez du coup, puisque la dernière, et puis en plus la dernière fois que la deuxième voiture de Red Bull a terminé dans les points, eh bien c'était le dernier plus gros résultat de Red Bull, la deuxième voiture de Red Bull, c'était Las Vegas 2024, donc l'an dernier, voilà par rapport à ça. Il y a aussi un point qui est important pour Red Bull, c'est que la situation d'aujourd'hui, du moins, Red Bull est potentiellement dans la meilleure des situations. Parce que, quand on voyait aujourd'hui, Red Bull s'impose avec une voiture qui a été quand même compliquée sur le début de saison. Mais surtout que, si Red Bull s'impose aujourd'hui, ça veut dire que Red Bull est dans la meilleure des situations. Parce que Red Bull estime que eh bien, McLaren sera affecté par le fameux projet d'aileron avant flexible, la dureté des règles, de la réglementation autour des ailerons avant, de la flexibilité des ailerons avant, enfin de l'aileron avant, pardon, à partir du Grand Prix d'Espagne sur McLaren, donc en particulier, et que ils espèrent qu'en plus que les améliorations à venir, plus l'introduction de la réglementation plus stricte sur la flexibilité des ailerons avant, va pouvoir permettre de voir McLaren être plus faible, et en même temps ça va aider justement Red Bull. Là à l'heure actuelle c'est une question de survie, et c'est pour ça que Red Bull est peut-être dans la meilleure des situations, parce que s'ils sont forts maintenant, ça veut dire qu'au moment du Grand Prix d'Espagne, ils seront peut-être encore plus proches, du moins c'est ce qu'ils espèrent, au niveau de McLaren. C'est pour ça que tout est gagnant là, avec cette victoire de Red Bull aujourd'hui au Japon. Red Bull, et je pense aussi que voilà, Mercedes et Ferrari, on l'espère en tout cas, avec ce qu'ils apporteront, seront de retour un petit peu dans le match aux avant-postes pour aller chercher des victoires. C'est sûr qu'on espère que du côté de Red Bull que ça aura un impact effectivement direct sur les performances de McLaren, parce que ça permettrait justement à Verstappen de gagner beaucoup plus souvent, ce qui est logique. Bien sûr, ouais. On est aussi apparemment confiant sur justement les futures améliorations qui vont être apportées à cette monoplace, qui apportera peut-être encore que ce sera plus facile en tout cas pour Max d'aller chercher des réglages beaucoup plus pointus pour sa Red Bull. Ouais. Ça arrive vite encore, hein, l'Espagne, c'est demain quasiment. Ouais. Maintenant, il y a des modifications de règlement, des modifications aussi de tests qui n'ont pas eu d'impact finalement. C'est-à-dire qu'on est tellement confiant du côté de chez McLaren, pour eux, ça, ils sont pas forcément inquiets en fait au niveau de cette nouvelle directive qui va arriver. Donc voilà, c'est qu'on essaie aussi encore une fois de mettre un petit peu la pression sur McLaren. Ouais. Vous avez la meilleure voiture du début de saison et au final, vous n'optimisez pas tout ce que vous pouvez optimiser. Bien sûr. Nous, on est présents et on va tout faire pour la vie dure. Ouais. Et que si vous vous sentez en difficulté, nous on va arriver derrière et on va tout rafler. Ouais. En tout cas avec Verstappen. Joss qui est un petit peu plus prudent, qui dit moi j'ai un peu un pied en arrière avec ça, car les améliorations de l'année dernière sur la Red Bull avaient pas beaucoup fonctionné, et c'est vrai. C'est vrai qu'à cette période de l'année, quand Red Bull avait apporté des améliorations, ça n'avait pas tellement fonctionné. Avant de parler de Yuki Tsunoda pour terminer, pour clôturer le sujet Red Bull, c'est quand même un point qui est intéressant, et j'aime beaucoup cette statistique. Alors je sais que tu voulais pas en parler de la saison 2013, mais quoi qu'il en soit, oui. On a quand même un début de saison 2025 de Formule 1 absolument exceptionnel. Hein. On a un début de saison phénoménal. Hein. Parce que
on a un peloton qui est extrêmement resserré. Et puis surtout, la dernière fois que sur les 3 premiers Grands Prix de cette saison, on a quand même 3 vainqueurs différents. La dernière fois que c'était arrivé, c'était lors de la saison 2013 de Formule 1, avec des victoires de Kimi Räikkönen, puis ensuite de Sébastien Vettel et ensuite de Fernando Alonso. Puis en 2025, donc cette saison, on a victoire de Norris, victoire de Piastri et victoire de Verstappen qui a été absolument phénoménal durant ce Grand Prix du Japon, notamment avec une pole position qui restera dans l'histoire de la Formule 1. Et puis même d'ailleurs du point de vue de la globalité de la grille, c'est Laurent Dupin qui éclaire, qui rappelle ça. Le Grand Prix du Japon est vrai, c'est vrai, il n'a pas été fantastique du point de vue du suspense. Pourtant, la compétition n'a jamais été aussi resserrée. Les 3 premiers regroupés en l'espace de 2 secondes et demie, c'est quand même fou de voir ça en Formule 1 et au bout de quasiment 60 tours de Grand Prix. Et puis il y avait 19 pilotes dans le même tour sans la moindre safety car. Le seul pilote qui s'est pris un tour, c'est Lance Stroll qui a vécu un calvaire aujourd'hui. L'an passé, il n'était que 9 dans le même tour à Suzuka. Et notamment en 2019, qui n'est pas si loin, eh bien ils étaient seulement 5. C'est pour ça qu'on est peut-être sur une certaine continuité de la saison dernière où il y avait eu 7 vainqueurs de Grand Prix différents, multiples vainqueurs de Grand Prix différents. Il y avait eu 7 multiples vainqueurs de Grand Prix différents en 2024, donc c'est sur la saison dernière, ce qui en faisait d'ailleurs la plus belle saison en termes de compétitivité dans l'histoire de la Formule 1, et ça c'est vrai, c'est un fait. Là cette saison aussi on repart sur des bonnes bases, même si ça n'a pas été un grand Prix du Japon, on est quand même bien servi du point de vue de la compétition, et peu importe la grille, que ce soit à l'avant de la bataille entre Verstappen et McLaren, Mercedes-Ferrari, ça se combat au niveau de la piste aussi également. Dans le midfield, la bataille pour aller chercher les points a été intense entre Vizeka Chaperbe, Williams et également Haas, et même pour Alpine avec Gasly, et bien sûr avec Aston Martin avec Fernando Alonso. Non, de tous les côtés, on a une bataille extrêmement intense. C'est hyper plaisant ce début de saison. Et avant notamment le Grand Prix de Bahreïn et le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui vont être aussi très très intenses. C'est une fin de réglementation. C'est aussi pour ça qu'on a aussi des rendez-vous. On a aussi une convergence de performance entre les écuries. Et c'est très appréciable, bien sûr. Et on serait presque à regretter que nous soyons en fin de réglementation, pour être honnête, parce que avoir un aussi gros resserrement des performances entre les écuries, c'est plutôt plaisant, alors que l'année prochaine, en 2026, nouvelle réglementation, ça va repartir un petit peu dans des gros écarts, ce qui est normal au début de réglementation. On va avoir des écarts de 2-3 secondes autour qui vont potentiellement arriver, en vrai. Ouais, après c'est logique, effectivement. On est justement ce resserrement de peloton global en fin de réglementation, comme tu l'as dit. On trouve des choses, on trouve des solutions justement pour remonter sur les concurrents. Maintenant, oui, alors la course effectivement a été relativement ennuyeuse. C'est ok, pas qui est resserré, mais relativement ennuyeuse. Après, est-ce qu'on peut en vouloir forcément aux écuries d'être dans le même tour, d'être dans les mêmes secondes, mêmes dixièmes? On a bien vu que la course était tellement chiante que sur le tour d'arrivée de Max, on a montré du coup les 5 pilotes qui se battaient pour la 14e place, je crois, 13e place. C'est un problème aussi de pneumatique. On a vu que ça a été en fait plus, t'as l'impression que sur certaines courbes, une course d'endurance, tout simplement, on ralentit. Que tu te dis que là, c'est pas le plus rapide à gagner aujourd'hui. Il y a 0 différence entre les gommes, que ce soit hard, medium, on a vu quasiment 0 différence, alors que normalement ça aurait dû limite avoir un impact et justement pouvoir jouer sur la stratégie. Là au final on a vu qu'il n'y avait rien qu'à jouer qui a pu affecter le spectacle en piste, des dépassements ou quoi, ce genre de choses, parce que tout le monde était dans le même rythme avec une dégradation similaire et avec des performances similaires. Donc, ça a montré que du coup les seuls écarts qui se sont créés au final c'était les performances réelles des monoplaces, et on a vu que McLaren forcément était devant, que les Mercedes sont très rapides, que Ferrari est en retrait. C'est juste ça en fait qu'on a vu sur cette course-là. Mais là où ce paquet resserré a une importance, et on le voit depuis le début de la saison, c'est sur l'exercice des qualifications. Voilà, là tu te prends 3 dixièmes, il y a des chances que tu sois même pas qualifié pour la Q3, ce genre de choses. Bien sûr. Voilà, c'est là-dessus que ça compte. Et les qualifs, en fait, dans ce genre de resserrement, a une part encore plus importante sur ton week-end de course.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Pour terminer les coupings, parlons de Yuki Tsunoda. Parce que c'était quand même l'attraction de ce week-end de Grand Prix. Tsunoda qui a terminé... Tsunoda qui a terminé 12ème si je me trompe pas. Ouais, c'est un week-end de Grand Prix logique. Voilà pour Tsunoda. Sa déclaration à la fin du Grand Prix. Tout d'abord, merci pour votre soutien aux fans japonais. C'est toujours spécial. Je suis très honoré d'être très heureux de pouvoir piloter devant eux en tant que pilote Red Bull, aussi pour Honda. Mais oui, je n'ai pas réussi à marquer des points. C'est assez difficile pour moi. Je m'attendais à mieux. Au moins des points. Je dois faire mieux en qualification, explique Tsunoda. Et puis, je le disais, Tsunoda a obtenu le meilleur résultat pour la deuxième Red Bull en Grand Prix depuis Las Vegas 2024, 10ème. Donc voilà, par rapport à Tsunoda, il n'y a pas plus de choses à dire. Prochaine échéance pour lui, ce sera Bahreïn, où là, ce sera peut-être un peu mieux pour comprendre la RB21, en vrai, Bahreïn. Hein. Ouais. C'était déjà un premier bon exercice. Oui, clairement, ouais. Un circuit technique comme celui-ci. Ouais, il a foiré ses qualifs, c'est dommage. Clairement, on a vu qu'il aurait pu aller chercher le top 10. Je pense que c'était clairement atteignable pour sa part. C'était atteignable. Et puis surtout, il est toujours resté bloqué derrière une voiture à chaque fois dans le paquet. Donc c'était très compliqué. Et surtout que c'est un circuit qui est circuit de rythme et qui est compliqué où il est compliqué de dépasser. Tu restes derrière bloqué une voiture assez facilement et assez aisément. C'est un circuit où il est très facile de défendre d'ailleurs, hein, Suzuka. Donc s'il avait réussi sa séance de qualification, il aurait très certainement terminé dans les points. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il aurait pu faire un top 10, je pense, assez tranquillement. Ouais. Après, c'est pour ça que son rythme de course est un petit peu trompeur, forcément, comme tu le dis, être bloqué dans le rythme. Ouais. Mais voilà, les 3 deuxième et demi, 3 dixièmes, il les a sur Max Verstappen, en fait. C'est l'écart qu'il peut avoir. On avait vu son entame de week-end assez solide aussi avec cette prise en main et cette Red Bull. Donc, c'est encourageant pour son avenir. Ouais, c'est clairement, Bahreïn peut être un step supplémentaire justement sur son adaptation avec cette Red Bull. Là pour le moment, voilà, il n'y a pas de plainte de la voiture. Il est parfaitement conscient de où est-ce qu'il met les pieds, dans quelles conditions aussi il évolue au sein de Red Bull. Ouais. Donc il sait que c'est à lui de performer tout simplement. Et je pense que Bahreïn sera mieux que le Japon. Et surtout que le véritable potentiel de la Red Bull, c'est donc une monoplace capable de remporter un Grand Prix factuel, pas entre les mains du coup de Max Verstappen. À maintenant à voir comment Yuki Tsunoda peut performer pour aller chercher des meilleures performances, bien sûr. Verstappen s'impose donc, on le disait, Verstappen toujours aussi extraterrestre. Et Verstappen est-il humain? La réponse est peut-être non, du moins, dans notre cadre mortel, bien sûr. Donc voilà par rapport à Red Bull et par rapport à Max Verstappen et Yuki Tsunoda, mais bien sûr de la part de Red Bull, de Verstappen, qui a été absolument phénoménal dans une performance qui restera, à mon sens, dans l'histoire de la Formule 1, bien sûr.